Professeur Mackie, vous venez de sortir donc un nouvel ouvrage qui s'appelle Analyse économique du droit. Voudriez-vous nous le présenter très rapidement? Oui, très rapidement. Peut-être devais-je dire, on a parfois en Europe et pour ce que j'en sais aussi dans certaines facultés africaines où j'ai pu visiter, on a tendance à présenter le droit comme une sorte d'algèbre. Apprenez par cœur, appliquez de façon mécanique et vous aurez le bon résultat. Or, il faut quand même comprendre que le droit, c'est quelque chose qui vise à accompagner, à encadrer la vie sociale de manière à ce que les gens puissent poursuivre leur propre plan, coordonner leurs actions. Et il est donc important de se demander à propos de chaque règle du droit, est-ce que ça atteint son but? À quoi sert cette institution? Si on devrait le modifier, comment faudrait-il le modifier? Quand on voit de nouveaux phénomènes apparaître sur l'Internet, est-ce que c'est tout simplement le droit que l'on découvre chemin faisant ou est-ce que c'est des perversités? Bon, les outils traditionnels du juriste et la conception du droit qui dit c'est une algèbre ne peut pas correctement, à mon avis, répondre à ces questions-là qui pourtant sont de notre époque. Et donc, depuis une quarantaine d'années, aux États-Unis, cette fois-ci, on a eu l'idée qu'on peut emprunter à l'économie des concepts pour mieux comprendre l'effet des règles juridiques. Une règle juridique qui dit si vous faites telle chose, vous allez être responsable, on va vous imposer tel fardeau, a un effet incitatif. Les gens vont dire ah oui, ben, s'il y a tel fardeau, si je fais telle chose, ben, je devrais peut-être m'organiser autrement. Ou encore, si je peux aller chercher telle chose, je vais m'organiser pour aller dans cette direction. L'économie nous amène à envisager toutes les règles de droit comme ça, et curieusement, et heureusement d'ailleurs, lorsque l'on fait cette analyse à travers les différentes règles de droit qu'on trouve dans un code civil, dans notre loi, généralement on trouve que les règles ont été formulées comme s'il s'agissait de créer les meilleures incitations et les coûts les moins élevés d'interaction. Alors le livre essentiellement propose une lecture de ce type-là en français. Pourquoi fait-on cela maintenant alors qu'il y a déjà toute une littérature en langue anglaise venant des États-Unis, venant d'Angleterre aussi en partie, et dans le nord de l'Europe il y a toutes sortes de livres en allemand, en néerlandais. Alors qu'en France, en français, il y avait jusque-là essentiellement rien. Et c'est une réaction que je trouve malheureuse et qui est d'autant plus pesante pour nous au Québec, petite communauté francophone, que le centre de gravité de la francophonie est en France. Ce n'est pas vrai pour l'anglais, ce n'est pas vrai pour le portugais, ce n'est pas vrai pour l'espagnol. Mais donc, si la France ne bouge pas, personne dans la francophonie bouge. Et nous, petite communauté francophone, nous pourrions difficilement dire à nos jeunes « il est intéressant de vivre en français, il est intéressant, on peut faire des choses en droit aussi de manière intéressante en français », si au fond la mère patrie adopte une attitude très protectionniste, se renferme sur elle-même parce qu'elle dit les Américains essayent de nous dominer. Et donc il importait d'amener, ou il importe toujours d'essayer d'amener les juristes français à s'ouvrir sur ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et qu'on dise à la génération de jeunes juristes en voie de formation, participer à ces débats qui se trouvent ailleurs, allez voir qu'est-ce qu'on pense. Il y aura sans doute des choses que l'on peut retenir pour nous, peut-être en l'adaptant. Et le livre veut donc présenter une facette de cette ouverture en transposant des raisonnements qui ont été développés aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, aux Pays-Bas, mais sur des institutions du Code civil français,
Québécois, pour que les Français n'aient pas le sentiment d'aliénation, c'est-à-dire ça ne nous touche pas. Ça ne nous concerne pas. C'est quelque chose qui touche les États-Unis. Cette fois-ci, on a pris les institutions du Code civil. Et on espère que, avec cela et avec un souci particulier de ne rien basculer, ne pas utiliser du formalisme mathématique pour que les gens puissent suivre, que cette fois-ci, les Français embarquent, acceptent de discuter, acceptent de dire... Et là, je vis surtout, évidemment, la génération montante. Ma génération, à la rigueur, peut être bienveillante et ne pas bloquer les choses. Ça serait déjà temps de gagner. Mais c'est surtout les doctorants d'aujourd'hui et les jeunes professeurs, maîtres de conférences qui peuvent utiliser ça et innover. Parce que je pense que ça urge qu'on admette l'innovation dans le monde universitaire actuel en France. Et aussi que l'on comprenne, en tant que juriste, qu'est-ce qui fait tourner une économie de marché comme il faut. Ce n'est pas quelque chose... Une économie de marché, c'est vivant. Il faut comprendre les institutions. Il faut pas avoir l'idée que le droit peut imposer des choses quand ce n'est pas nécessaire. Si, il y a parfois des situations où on crée des effets externes, où on fait des choses pour la collectivité qui ne seraient pas faites autrement. Et dans ce cas-là, à la rigueur, on comprend un rôle très dirigeant. Mais il importe aussi de se dire, dans une économie de marché, il est important que les acteurs eux-mêmes aient le sentiment d'un champ libre devant eux, qu'ils doivent développer les idées qu'ils ont, mais qu'ils aient aussi le sentiment qu'ils ont les moyens et l'ouverture de le faire. Et le type d'analyse qu'on propose permet aussi de comprendre pourquoi et comment cette ouverture peut exister. J'imagine que ça doit avoir des conséquences importantes en économie du développement, notamment. J'espère, oui. Ben là, évidemment, ça pourra aider nos amis en Afrique. Oui, tout à fait. Parce que je pense que depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est la grande question qui se pose pour tout le monde. L'Occident s'est développé à partir de 1500. On a connu des taux de croissance de 0,15%. Et on trouvait ça déjà très beau. Mais actuellement, ce n'est plus suffisant. Tout le monde veut connaître des taux de croissance de 3% et plus. Et surtout, dans les pays qui sont en développement, la croissance plus rapide, c'est des vies sauvées, c'est des vies plus décentes pour toutes sortes de gens. Et la science économique n'a pas pu vraiment livrer ce qu'on pourrait appeler des recettes à coup sûr. On essaye. Et la Banque mondiale, à sa façon, par exemple, essaye de proposer des choses à faire et à ne pas faire. Parfois, elle est peut-être maladroite et alors il y a eu un immense débat malheureux avec les Français parce qu'on disait le système civiliste d'origine française a tendance à créer trop d'interventions d'État et donc moins de développement, moins de capital disponible pour financer des projets innovateurs. Les Français ont été très offusqués de ce qu'on fâche ce reproche. Et pourtant, il aurait été, je pense, plus sage de simplement engager le débat en disant, bon oui, il y a certaines choses que vous pouvez améliorer, mais vous observez probablement quelque chose qui est bon et qui est important pour les pays en développement. Parce qu'il ne faut pas se tromper des formules, on n'a pas le temps. C'est des vies qui vont se perdre. Des malheurs évitables. Monsieur le professeur Maquet, merci beaucoup.